Je m'appelle Mav. J'ai 28 ans et je suis venu directement du travail à la fête de fiançailles de ma sœur, vêtu d'une robe à $20 que j'ai achetée en solde. Ma mère m'a regardé de haut en bas, le visage tordu d'un mépris absolu, et a dit que je les dégoûtais. Mon père se tenait juste à côté d'elle, hochant la tête, et a ajouté que je ruinais absolument tout ce que je touchais. Quand le fiancé de ma sœur a souri d'un air suffisant, s'avançant dans son costume sur mesure pour demander devant une foule d'invités fortunés si j'avais pris le bus pour venir, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste esquissé un sourire complètement figé et j'ai dit quelque chose comme ça. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'il ne pouvait absolument pas comprendre, c'est que le dossier en cuir usé à l'intérieur de mon sac en toile contenait les documents du conseil d'administration du lendemain matin et que son nom était imprimé sur 11 pages différentes d'un examen financier qui mettrait fin à toute sa carrière. J'aurais pu détruire son expression suffisante sur le champ. J'aurais pu briser son petit monde parfait devant tout le monde. Au lieu de cela, je les ai laissés croire exactement ce qu'ils voulaient croire. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé le lendemain matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant que je vous y ramène, faites-moi une petite faveur. Prenez une seconde pour aimer et vous abonner et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé dans cette salle de conseil, vous devez comprendre la dynamique complètement toxique de ma famille. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère, Béatatrice, était la reine incontestée d'un très petit et très prétentieux empire. Elle mesurait la valeur humaine entièrement par les étiquettes de prix, les codes postaux et les invitations de country club. Mon père, Alden, était son exécuteur silencieux, un homme qui trouvait infiniment plus facile d'abandonner complètement son propre jugement plutôt que d'affronter la colère de ma mère. Et puis il y avait Daphné. Daphné avait 26 ans et était l'indéniable enfant chéri de la famille. Elle était la poupée de porcelaine immaculée qu'il plaçait sur un piédestal. La fille qui n'avait jamais un cheveu de travers, celle qui jouait le jeu de la mascarade de la classe supérieure à la perfection. J'étais le bouc émissaire. J'étais le nuage noir sur leurs photos autrement complètement parfaites. J'étais indépendante, calme et profondément désintéressée de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Parce que je ne me conformais pas à leurs normes de réussite incroyablement rigides, ils ont décidé très tôt que j'étais un échec complet. Ils ont passé toute ma vie à chuchoter bruyamment à leurs amis à quel point j'avais des difficultés. Ils ont tissé un récit élaboré où j'étais la fille pathétique et tragique qui ne parvenait tout simplement pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Et pendant longtemps, leurs paroles étaient comme de lourdes pierres pesant sur ma poitrine. Mais finalement, la douleur a cessé. Le besoin désespéré de leur validation s'est complètement estompé, remplacé par un calme absolument glacial. Le silence est devenu mon armure. J'ai arrêté de corriger leurs insultes. J'ai arrêté d'essayer de prouver ma valeur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à polir leur statut social, je construisais silencieusement mon propre royaume. Il y a 6 ans, avec rien d'autre qu'un ordinateur portable emprunté et une éthique de travail absolument implacable, j'ai fondé Apex Horizon Capital. Nous avons commencé comme une petite société de conseil, mais j'avais le don de trouver des entreprises incroyablement mal gérées, de les démanteler et de les reconstruire en machines très rentables. Nous avons pris des participations au lieu d'argent. Nous avons grandi, puis nous avons encore grandi. À l'âge de 28 ans, j'étais l'associée directrice d'une entreprise qui contrôlait des centaines de millions de dollars d'actifs. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. Je savais avec une certitude absolue que si je leur montrais ma richesse, ils ne me respecteraient pas. Ils essaieraient simplement de trouver un moyen de l'utiliser pour eux-mêmes. Alors, je les ai laissés garder leur récit. Je les ai laissés croire que j'étais complètement fauché. Cela nous amène à la nuit de la fête de fiançailles. Daphné avait finalement capturé son prix ultime, Declan. Declan avait 31 ans, le vice-président du développement chez Vidian Luxury Estate. C'était un homme entièrement composé d'eau de Cologne chère, de charme répété et d'arrogance pure et sans filtre. Il voyait chaque personne dans la pièce soit comme un tremplin, soit comme un obstacle. Quand il a réalisé que ma famille me considérait comme une honte totale, il m'a immédiatement traité comme de la saleté pour gagner l'approbation de ma mère. La fête de fiançailles a eu lieu dans le country club le plus exclusif de la ville. La pièce était couverte de fleurs importées et débordait de flûtes à champagne en cristal. Je suis arrivé directement d'une séance de stratégie éreintante de 12 heures.
Je portais une simple robe noire à 20 $ et des chaussures confortables. Au moment où j'ai franchi ces lourdes portes en chêne, la température dans la pièce a semblé chuter. Béatatrice m'a repéré immédiatement. Elle a traversé le sol en marbre, ses yeux scrutant ma tenue avec un profond dégoût. Elle m'a tiré agressivement par le bras dans un coin isolé près du vestiaire. « As-tu vraiment porté ça aux fiançailles de ta sœur » siffla-t-elle, sa voix vibrant d'une fureur absolue. « Tu as l'air complètement sans abri. Tu nous dégoûtes. Tu humilies cette famille. » Mon père est apparu juste derrière elle, son visage un masque de déception amère. « Nous n'aurions jamais dû l'inviter, marmonna-t-il. Elle ruine tout. Elle doit toujours se donner en spectacle en ayant l'air si pathétique. » Je suis resté complètement immobile. Je n'ai pas bronché. Je les ai simplement regardés, observant leur cruauté pure comme si j'étudiais des insectes sous un microscope. Avant que je puisse m'éloigner, Declan s'est approché, un verre de scotch à la main, avec Daphné accrochée à son bras. Il m'a regardé de haut en bas, un sourire cruel et moqueur se propageant sur sa mâchoire parfaitement rasée. Il voulait un public pour cela. Il a parlé assez fort pour que les invités environnants l'entendent. Eh bien, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. Declan Harry. Laisse-moi deviner, Mav. As-tu pris le bus pour venir ici, ou as-tu dû marcher avec ces chaussures bon marché? Quelques invités ont ricané. Daphné a gloussé, se penchant contre son épaule. Ils attendaient que je m'effondre. Ils voulaient me voir me briser en 1 million de morceaux pathétiques juste là dans le hall. Mais je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une clarté froide et calculée. Le piège était déjà tendu. Le prédateur marchait droit dans le collet, complètement aveugle au danger. J'ai souri. C'était un sourire lent et glacial qui n'atteignait pas mes yeux. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, ma voix parfaitement stable. Je me suis retourné et j'ai quitté le country club. Je ne suis pas resté pour le dîner. Je ne suis pas resté pour les toasts. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à mon appartement, complètement sereine. Le lendemain matin, Vidian Luxury Estate faisait une présentation désespérée à son plus grand actionnaire extérieur pour un prêt d'expansion de 30 millions de $. Ce prêt était la seule chose qui se dressait entre Vidian et la ruine financière absolue. Et l'actionnaire détenant les clés de leur survie était Apex Horizon Capital, plus précisément moi. Le lendemain matin, à exactement 8h00, l'atmosphère à l'intérieur de la salle du conseil d'Apex Horizon était absolument glaciale. Les murs étaient en verre épais et insonorisés. La table était en marbre noir poli. J'étais assise tout au bout de la table, portant un costume sur mesure complètement impeccable. Ma directrice des opérations, Greta, était assise à ma droite, son visage un masque impénétrable d'efficacité d'entreprise. À 8h15, les lourdes portes en bois se sont ouvertes. Declan est entré avec assurance dans la pièce, flanqué du directeur général de Vidian et de leur principal conseiller juridique d'entreprise. Declan riait, exudant l'arrogance pure d'un homme qui croyait que le monde lui devait tout. Puis ses yeux ont rencontré les miens. Son corps s'est complètement figé. La couleur a instantanément quitté son visage, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. Sa mâchoire est littéralement tombée. Il a cligné des yeux rapidement, totalement incapable de traiter l'information visuelle devant lui. Ses yeux se sont lentement dirigés vers la lourde plaque nominative en laiton posée parfaitement centrée devant moi. Mav Ward, associée directrice. Le silence dans la pièce était absolu. Il était épais, suffocant et profondément beau. Sa façade arrogante s'est entièrement brisée. Le masque est tombé, exposant la proie paniquée et acculée en dessous. Quoi, balbutia Declan, sa voix se brisant en un murmure aigu. Pourquoi es-tu ici? Comment es-tu entré ici? Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai regardé avec des yeux aussi froids que le zéro absolu. Asseyez-vous, ai-je commandé. Il s'est effondré dans son fauteuil en cuir comme si tous les os de ses jambes s'étaient soudainement dissous. Il a regardé son PDG, suppliant silencieusement quelqu'un d'expliquer ce horrible cauchemar. Mais il n'y avait pas de chute. C'était la réalité, et la réalité était sur le point de l'écraser. Une fois la réunion déclarée ouverte, les plaisanteries d'entreprise ont complètement disparu. Nous avons franchi le seuil de la guerre juridique absolue. Le vocabulaire dans la pièce est brusquement passé des projections de développement à la conformité fiduciaire,
aux audits de risque et aux normes réglementaires fédérales. Pour mémoire, ai-je déclaré clairement, ma voix résonnant sur les murs de verre, je divulgue un conflit d'intérêts personnel. Le vice-président présentant cette proposition, Declan, est actuellement fiancé à ma sœur. Je superviserai l'examen de conformité, mais je m'abstiendrai formellement du vote final d'allocation de capital pour maintenir une intégrité réglementaire absolue. Le PDG de Vidian avait l'air complètement choqué. Declan avait l'air absolument malade. Il savait qu'en divulguant la relation, j'avais instantanément neutralisé toute réclamation qu'il pourrait essayer de faire au sujet d'une vendetta personnelle. Je jouais entièrement selon les règles, et les règles allaient le pendre. Greta a lancé le projecteur. La première diapositive n'était pas un rendu de domaine de luxe. C'était un audit judiciaire des contrats de fournisseurs de Vidian. Au cours de notre diligence raisonnable préliminaire, commença Greta, son ton parfaitement létal, nous avons signalé une provision pour fournisseurs très irrégulière. Une firme de boutique nommée Crestview Public Relations a obtenu un contrat sans appel d'offres d'une valeur de 850 000 $ sur 24 mois. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur la table en marbre. Declan, en tant que sponsor exécutif de ce fournisseur, pouvez-vous s'il vous plaît expliquer qui détient la participation principale dans Crestview Public Relations? Declan déglutit difficilement. La sueur perlait sur son front. C'est un partenaire de communication hautement spécialisé, a-t-il dévié, sa voix tremblante. Ce n'était pas ma question, les jeux interrompus, ma voix claquant comme un fouet. Qui est le propriétaire enregistré de l'entité morale? Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il semble que les murs de verre pourraient se briser. Finalement, le propre conseiller juridique de Vidian s'est penché et a chuchoté agressivement à l'oreille de Declan. Daphne Ward a finalement lâché Declan d'une voix étranglée, ma fiancée. Le PDG de Vidian a complètement perdu son sang-froid. Vous avez autorisé un contrat de 850 000 $ à votre propre fiancée sans soumettre une déclaration de conflit d'intérêts au conseil d'administration, a-t-il exigé, sa voix montant dans une panique pure. Ça devient nettement pire, intervint Greta, entièrement imperturbable face au chaos. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. Une série de factures fiscales fédérales et de grands livres de dépenses d'entreprise sont apparus sur l'écran massif. Nous avons assigné à comparaître les reçus sous-jacents pour les comptes de marketing de développement, a poursuivi Greta. La nuit dernière, un événement classé comme un gala de cultivation de clients a été facturé au grand livre de l'entreprise. Le coût total était de 22 400 $. En recoupant avec le lieu, nous avons découvert qu'il s'agissait en fait d'une fête de fiançailles privée. Declan a frauduleusement dépensé 22 400 $ de capital d'actionnaire pour financer sa propre célébration familiale personnelle. L'air a été complètement aspiré de la pièce. L'audace pure de sa fraude était stupéfiante. Il avait utilisé des fonds d'entreprise volés pour acheter les flûtes à champagne en cristal dans lesquelles il buvait pendant qu'il se moquait de ma robe à 20 $. Il avait financé sa propre mascarade arrogante avec de l'argent détourné. C'est un malentendu absolu, a plaidé désespérément Declan, regardant frénétiquement autour de la pièce. Le service juridique a approuvé le lieu. La paperasse a juste été mal classée. Mav, tu sais comment fonctionnent ces événements de cultivation. Tu dois leur dire. Il me suppliait. Le prédateur était à genoux, implorant la proie de le sauver du piège qu'il avait construit de ses propres mains. Je suis tout à fait consciente de la façon dont la fraude électronique fédérale est définie, Declan, ai-je répondu, ma voix dépourvue de toute sympathie humaine. Et je suis consciente que la falsification de notes de frais pour obtenir un gain financier personnel constitue une violation grave du devoir fiduciaire. L'examen se poursuivra. Cette réunion est complètement suspendue en attendant une enquête interne complète. À midi, mon téléphone sonnait sans cesse. Ma mère a appelé 12 fois en une seule heure. J'ai finalement répondu, pressant le téléphone contre mon oreille alors que je regardais l'horizon de la ville depuis mon bureau d'angle. Mav, tu dois réparer le coup complètement insensé que tu as fait aujourd'hui, a hurlé Béatatrice à travers le haut-parleur. Declan a été escorté hors de son propre bâtiment. Tu es en train de ruiner la vie de ta sœur par pure jalousie mesquine. Elle était entièrement prévisible. Même maintenant, elle essayait furieusement de protéger l'empire de l'enfant chéri. Declan fait l'objet d'une enquête pour fraude d'entreprise parce qu'il avait un contrat de 850 000 $ et a détourné 22 400 $ de son employeur, ai-je déclaré, mon ton complètement plat. Je ne l'ai pas forcé à falsifier ces documents. Vous êtes de la famille, a-t-elle crié,
sa voix se brisant de désespoir profond. Tu as le pouvoir de faire disparaître tout ça. Arrête d'être si incroyablement égoïste et abandonne l'enquête. Je n'abandonne rien, ai-je répondu. Vous vouliez que j'agisse en fonction de mon salaire. J'agis simplement en tant qu'associée directrice d'une société de capital investissement qui applique la conformité légale. Si Daphné est impliquée dans la fraude du fournisseur, elle fera également face à un litige fédéral de récupération. N'appelle plus ce numéro. J'ai raccroché, coupant la connexion avec une finalité absolue. Ce soir-là, le gardien de sécurité du rez-de-chaussée m'a appelé pour m'informer que Daphné avait contourné la réception et montait dans l'ascenseur. J'ai déverrouillé les portes en verre de mon bureau et j'ai attendu. Elle est entrée en trombe, l'air complètement débraillé. La poupée de porcelaine impeccable se fissurait. Son mascara de marque était maculé et elle tremblait de rage pure. « Est-ce que tu apprécies complètement ça ?» a exigé Daphné, claquant son sac à main de créateur sur mon bureau. « Es-tu heureuse d'avoir brisé tout mon avenir ?» Je l'ai regardée, ressentant une immense et lourde tristesse, non pas pour elle, mais pour la sœur que je n'ai jamais vraiment eue. « Savais-tu qu'il a mis la fête de fiançailles sur sa carte d'entreprise ?» ai-je demandé doucement. Daphné a hésité, ses yeux commençant à s'écarter. Il m'a dit que l'équipe juridique l'avait approuvé comme une dépense de réseautage. Ce n'était pas mon travail de l'auditer. Mav, tu as l'argent. Tu as le pouvoir. Tu aurais pu simplement approuver le prêt et te taire. Mais tu nous détestes. Tu nous détestes absolument. Je ne te déteste pas, Daphné, dis-je, ma voix incroyable. Un invité à la fête avait accidentellement enregistré toute la confrontation dans le hall en filmant une scène d'arrière-plan. La vidéo avait fuité. Elle circulait actuellement rapidement dans toute la structure d'entreprise de Vidian. Il y avait ma mère me traitant de dégoûtante. Il y avait mon père disant que je ruinais tout. Il y avait deux clans se moquant de mes vêtements. J'ai vu ça, a murmuré Alden, sa voix tremblant d'une profonde honte. Toute l'entreprise a vu ça. Ils savent exactement pourquoi il t'a traité comme ça et ils savent exactement qui tu es vraiment maintenant. Je suis tellement incroyablement désolé, Mav. J'ai choisi la facilité. Je les ai laissés te détruire parce que j'étais complètement terrifié par ta mère. J'ai regardé l'homme qui était censé me protéger, ne ressentant absolument rien. Le puits émotionnel était complètement à sec. Les excuses ne réécrivent pas l'histoire, dis-je doucement. Tu as choisi ton camp il y a très longtemps. Tu peux le garder. J'ai doucement fermé la porte, le laissant seul dans le couloir. Les retombées pour l'entreprise furent absolues et totalement dévastatrices. Le lundi suivant, le conseil d'administration de Vidian a procédé à un licenciement pour faute grave. Declan a été complètement dépouillé de son titre, de ses actions et de sa réputation. Le service juridique a intenté une action civile pour faire appliquer les clauses de récupération, exigeant le remboursement immédiat des fonds détournés et des paiements de contrats frauduleux. Crestview Public Relations a été entièrement mise en faillite par les frais de justice et les remboursements obligatoires. Le mariage de conte de fées de Daphné, méticuleusement planifié et financé de manière extravagante, a été brusquement annulé. Quand la poussière est finalement retombée, elle a découvert une série de messages textes que Declan avait envoyés à un collègue des mois plus tôt, déclarant explicitement qu'il n'épousait Daphné que pour accéder au riche réseau social de ma mère. Toute la fondation de leur empire doré était bâtie sur une fraude pure et absolue. Des mois plus tard, ma mère a fait une dernière tentative désespérée pour rétablir le contrôle. Elle s'est présentée à mon bureau sans préavis, semblant follement déplacée au milieu du verre élégant et de l'efficacité de l'entreprise. Elle a exigé que j'utilise mon influence pour trouver de nouveaux clients pour Daphné. Elle a exigé que je restaure la réputation brisée de la famille. Je me suis adossé dans mon fauteuil en cuir, regardant cette femme qui avait passé toute ma vie à essayer de me faire sentir complètement sans valeur. Que vaut réellement la loyauté familiale, Béatatrice, si elle n'existe que lorsque je me rends complètement invisible, ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, pour lancer une autre menace complètement infondée. Mais elle a finalement réalisé qu'elle n'avait absolument plus aucun levier. Le trône était vide. L'empire s'était effondré. Elle a pris son sac et est sortie, complètement silencieuse. Quant à moi, j'ai exactement ce que j'ai toujours voulu. J'ai une paix immense qu'aucune somme de leur argent ou de leur faux prestige ne pourrait jamais acheter. J'ai construit une forteresse de vérité et quand ils ont essayé de l'attaquer avec leurs mensonges, ils se sont complètement détruits contre les murs.
Je n'ai pas eu à chercher une vengeance mesquine. J'ai juste eu à m'écarter et à laisser le poids écrasant de leur propre arrogance finir le travail. Et la meilleure partie, les jours où la climatisation du bureau est un peu trop froide, je porte toujours cette même robe noire à 20 $, et personne ne dit un seul mot. Alors, si vous étiez à ma place, auriez-vous protégé la famille ou auriez-vous fait ce que j'ai fait et laissé la vérité finir le travail? Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous l'avez apprécié, veuillez laisser un commentaire partageant vos réflexions. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires où la justice ne reste jamais silencieuse. À la prochaine fois. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.